Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors donc je suis membre d'Attac depuis 2005. En tant que tel, nous avons travaillé sur la dette, notamment dans le cadre du CAC, donc sur la dette de la ville. Et puis, au niveau d'Attac, nous travaillons en partenariat avec le KDTM, qui est le Comité d'annulation de la dette du tiers-monde. Voilà. On a des réformes importantes au niveau social et écologique à accomplir, mais certains politiciens nous donnent comme argument que c'est impossible parce qu'il faut payer la dette. Alors je voulais savoir comment fonctionne la dette. Oui, alors la dette c'est une longue histoire, donc on va jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Tous les États s'endettent. L'État français s'endettait pour financer les grandes infrastructures, les écoles, tout ça, je veux dire, ce sont des gros investissements et il faut s'endetter. Alors, l'État s'endettait donc auprès de la Banque de France, qui a été nationalisée en 1945, ça je le rappelle, et donc ça lui permettait d'emprunter à des taux très bas, d'entre 0 et 1%, et l'État, effectivement, pouvait en plus diminuer le volume des sommes remboursées en jouant sur la création de la monnaie, donc par le crédit. Créer de la monnaie, donc générer de l'inflation, et ça permettait de baisser le volume des sommes à rembourser. Donc, en fait, un État pouvait effectivement gérer sa dette comme il l'entendait. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé maintenant? Et alors, ce qui a changé, c'est depuis la création de la BCE. Ça je pense que c'est lors du traité de Maastricht, enfin de toute façon, si je ne me trompe pas. En fait, les États n'ont plus été maîtres de leurs emprunts, puisqu'en fait, les États doivent emprunter auprès des banques, ce qu'on appelle les marchés secondaires, et à des taux effectivement entre 4, des taux variables, mais ne peuvent plus emprunter auprès de la Banque centrale. C'est-à-dire la BCE donc prête aux banques et les banques prêtent aux États. Il faut savoir aussi que les taux effectivement auxquels effectivement les États sont soumis, ça dépend des agences de notation. Si la politique budgétaire de l'État est saine, c'est-à-dire si l'agence estime que la politique budgétaire de l'État est saine, donc les taux seront bas, 4% c'est le plus faible. C'est le cas de l'Allemagne, pour l'instant c'est le cas de la France. Mais si l'agence de notation estime que, par exemple, que l'État n'est pas en mesure de faire face à ses obligations, donc les taux peuvent monter, et ça a été le cas pour la Grèce, voilà. Et ça a été, je crois, aussi le cas pour l'Irlande. Et donc, en fait, ces pays se retrouvent dans une spirale où elles sont incapables de rembourser leur dette de toute façon, d'en diminuer le volume. Enfin, c'est vraiment la spirale complète. Alors, on multiplie comme ça les mesures d'austérité. Et donc, ça fait une spirale infernale. Pour l'instant, on n'y est pas, mais ça peut très bien nous arriver. Et en France, on est endetté de combien? Alors en France, on est endetté à peu près de 2000 milliards d'euros à raison de 4%, ce qui fait 80 milliards d'euros, c'est le premier poste budgétaire. 80 milliards d'euros de quoi? D'intérêt? D'intérêt, oui. Ça veut dire que tous les ans, on rembourse 80 milliards d'euros d'intérêt aux banques. D'accord. Et quelles sont les possibilités pour sortir de ça? Alors, il y en a plusieurs, et surtout, il y a des exemples historiques. Alors, la possibilité, c'est de faire un audit de la dette et déterminer quelle est la dette qui est illégitime. Alors, on dit qu'une dette est illégitime lorsque les sommes empruntées ne bénéficient pas à la population du pays. Voilà. Donc, on peut déjà déterminer cette part-là et décider de l'annuler. On peut demander un échelonnement des paiements, mais on peut aussi demander l'annulation totale. Mais là, ça demande un courage politique. Voilà. Et je pense que la France, par exemple, ne pourrait pas mener ça seule. Il faudrait s'allier avec plusieurs autres pays et puis ensuite décider de l'annulation partielle ou totale de la dette. Notamment les pays du sud de l'Europe qui souffrent énormément de la dette. Tout à fait. Alors, de ses conséquences, que ce soit la Grèce, l'Espagne, le Portugal, je veux dire, le Portugal ne s'en sort plus. L'Espagne, c'est pareil, je veux dire, avec des taux de chômage chez les jeunes qui atteignent les 50%, je veux dire,
l'Irlande aussi. Voilà. Ça, c'est des pays effectivement avec lesquels on pourrait s'allier pour lancer donc un grand audit sur la dette, et puis on peut demander effectivement son annulation partielle ou totale. C'est l'Équateur et c'est l'Islande qui ont déjà supprimé leur dette. Oui, alors l'Équateur, donc Rafael Correa a été élu donc sur la promesse d'annuler la dette du pays, et puis donc ils ont lancé un audit avec des avocats fiscalistes et l'aide du KDTN, donc puisque Éric Toussaint a fait partie de la commission d'audit. Donc ils ont lancé un audit sur la dette et ils ont décidé donc de l'annuler. Et bien sûr, tous les financiers, et puis notamment les financiers du Nord, donc les financiers américains, donc ont agité le chiffon rouge en disant qu'on ne reviendra plus, que si effectivement vous annulez, ce sera voilà. Mais finalement, ils ont tenu bon, et puis en fait, et puis l'Équateur s'en est sorti. L'Islande, c'est encore assez parlant parce qu'ils étaient endettés à raison de 18 000 € par habitant. Et donc, ça, c'est parce que les banques islandaises s'étaient livrées donc, à la spéculation sur des produits, donc, ce qu'on appelle les produits toxiques. Et donc, l'État a dû prendre en charge le passif pour rembourser les créanciers. Donc, appliquer des mesures d'austérité, donc c'est un petit peu ce qui se passe chez nous. Et donc, seulement, il y a eu un mouvement social islandais très fort. Donc, bon, l'économie était par terre, hein, puisqu'en fait, les industries ont fermé les unes après les autres. Voilà. Et donc, le gouvernement islandais a fait un référendum, et donc la population a dit non. Et donc, depuis, l'Islande se porte bien. Mm-hmm. Donc ils ont supprimé la dette et oui, tout va bien. Et tout va bien, oui, tout va bien, l'économie est repartie. Donc les investissements reviennent en Islande. Voilà. Alors que le pays était inscrit, les Anglais par exemple avaient listé l'Islande sur la liste des États voyous. Voilà. Qui va perdre de l'argent si on supprime partiellement ou totalement la dette? Qui va perdre? Bon, les banques, bien sûr. Mais bon, les banques, à mon avis, je ne sais pas s'ils vont perdre tellement, quoi. Hein. Déjà, elles pratiquent l'évasion fiscale, donc avec ça, de toute manière, je veux dire, elles gagnent de l'argent, même si c'est en négatif, mais elles gagnent. Voilà. Donc, elles vont pas être en faillite. Ça, en négatif, c'est-à-dire? En négatif, ça veut dire que, bon, elles ne payent pas les impôts qu'elles devraient. Voilà. J'ai du mal à m'imaginer en fait qui détient la dette, c'est-à-dire c'est les banques. Oui. Si on supprime la dette, il y a bien quelqu'un qui va perdre de l'argent, mais ces personnes, est-ce qu'elles font partie de la population? Est-ce qu'elles vont être dans la pauvreté ensuite si on supprime la dette? Certainement pas. Bon, alors parmi ceux effectivement qui détiennent, donc il y a les cabines d'assurance, donc les actionnaires, donc puisque ce sont les actionnaires qui détiennent qui sont les principaux, donc qui détiennent le capital des banques et puis les assurances et puis des fonds de pension. Non, donc ne risquent pas effectivement de se retrouver dans la pauvreté. Mm-hmm. Je pense que les banques ne vont pas être en faillite parce que les États annulent leur dette, ça je ne crois pas. C'est presque une mesure de redistribution sociale que de supprimer la dette, hein, d'équité de l'argent. Hein. Voilà, de toute façon, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la population va en profiter. Si la monnaie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie, pour l'instant, elle est privatisée, elle est privée, hein, puisqu'en fait, c'est la BCE qui donne aux banques, et ce sont les banques, effectivement, qui prêtent aux États. Si la monnaie est privatisée, soit effectivement on décide par exemple d'annuler l'indépendance de la BCE, c'est-à-dire que la BCE, donc, on l'oblige à prêter aux États et non aux banques, et si on socialise les banques, alors la monnaie, qui est quand même un facteur d'échange public, va revenir au public. Mm-hmm. Et donc avec ça, le public les collectivités publiques, que ce soit les États, que ce soit les villes ou que ce soit les régions, donc pourront financer, parce qu'on est quand même face à une échéance quand même écologique grave et puis sociale grave aussi. Donc voilà, donc pour financer effectivement faire face à ces échéances, il faut de l'argent. Et il est très important que les collectivités publiques soient maîtres de cet argent-là. Donc si je comprends bien, il y a des solutions, oui, mais il nécessite de renégocier les traités européens, comme le traité de Maastricht. Voilà, il faut renégocier les traités, c'est-à-dire et notamment l'indépendance de la BCE. Mm-hmm. Ça,
bon, je sais que c'est un point central dans les traités européens, mais il faut renégocier cela. Mais ça demande un certain courage politique. Et surtout, un pays ne peut pas le faire tout seul. Donc, il faut effectivement que les pays s'allient. Et comment est-ce que les pays s'allieront? Uniquement sous la pression d'un mouvement social. Il faut un mouvement social fort, voilà, qui soit pour changer le rapport de force. Ok, merci beaucoup Alexandre. À bientôt.